l'Algérie pour lui dire, en particulier à son armée, vous ne pouvez pas laisser la situation comme ça dans le Sahel. Il faut intervenir. Vous ne pouvez pas laisser 5000 personnes avec des armes, c'est pas possible. Enfin, tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. Et l'armée algérienne ne va pas vouloir intervenir. Et ces présidences, on y reviendra sur les questions d'intérieur, de décision. Le constat est que les autorités algériennes ou ses dirigeants ne vont pas vouloir intervenir dans un périmètre qui est pourtant le périmètre le plus stratégique pour l'Algérie. Regardez aujourd'hui Poutine, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est déstabilisé en Ukraine, j'interviens, parce que ça me menace. Vrai ou faux, jusqu'où il participe de la déstabilisation. Mais il est clair que du point de vue d'un pays, c'est jamais rassurant de savoir qu'à sa frontière, c'est inquiétant. L'armée algérienne ne va pas vouloir intervenir, et du coup, eh bien, elle va, elle va soulever un certain nombre d'interrogations. On va se dire, mais pourquoi elle ne vient pas? D'autant plus qu'on va constater qu'à partir de 2010, les dépenses militaires de l'Algérie sont les premières d'Afrique. 45% ou 46% des dépenses de l'Afrique. L'Algérie va être considérée, c'est confirmé avec le rapport du CIPRI, donc, qui est un centre à Stockholm qui recense chaque année les dépenses militaires du pays. L'Algérie est rentrée aujourd'hui dans le top 20 des pays en matière de dépenses militaires. Elle fait partie des 20 premiers pays au monde à dépenser le plus d'argent pour des armes. Donc elle est rentrée, elle a dépassé l'Afrique du Sud, dépassé l'Égypte. Elle est considérée comme la première puissance militaire aujourd'hui dans la région. Et ces dépenses militaires sont estimées, au niveau du continent africain, elles représentent 45% des dépenses de l'Afrique. À elle toute seule, c'est 45% des dépenses de l'Afrique. Donc c'est devenu, si vous voulez, c'est devenu un petit peu un mastodonte militaire, l'armée algérienne. Que ce soit sur le plan naval, sur le plan aérien, sur le plan terrestre, sur le plan technique aussi. On voit bien que quelque chose s'est fait, et c'est fait ces 10 dernières années. C'est vraiment, comment dire, 2014, l'armée algérienne est montée en puissance à un niveau assez incroyable. Je vous montrerai, on a même des exemples, enfin, des choses qu'on ne voyait pas avant. Vous avez même la publicité, la promotion des forces spéciales algériennes aujourd'hui sur Internet. On vous montre, d'ailleurs, on est une sorte de gloire. D'ailleurs, oui, on a aujourd'hui des moyens technologiques, techniques, qui font que nous sommes une armée extrêmement capable. Bon. Problème, cette armée, elle n'intervient pas dans une région où on va considérer qu'elle doit intervenir. Pourquoi elle n'intervient pas? Plusieurs hypothèses. La première, c'est celle que je soutiens, c'est que le Sahel ne relève pas des compétences de l'armée algérienne, mais relève des compétences du service de sécurité algérien, notamment du département de renseignement et de sécurité. C'est-à-dire que pour l'armée algérienne, qui n'a absolument pas instauré dans le sud de l'Algérie des garnisons militaires, pas du tout. Le Sahel ne relève pas d'une région militaire particulière avec des bases militaires de partout. C'est pas du tout le cas. On n'est pas là-dedans. On l'a bien vu avec In Amenas, et lorsqu'il a fallu faire venir des forces pour, entre guillemets, protéger le site, elles sont arrivées, elles étaient à 1000 km du site. Elles n'avaient pas avant. Donc il n'y a pas, disons, dans la politique de défense de l'Algérie, il n'y a pas la construction d'un mur militaire entre l'Algérie et le Sahel, comme il y a par exemple un mur entre le Maroc et l'Algérie par rapport au Sahara, etc. L'Algérie n'a pas fait cette politique-là. Elle a tout simplement développé ce qu'on appelle un clientélisme politique, sécuritaire. Elle a acheté les opposants au Sahel en disant, voilà, tant que vous ne m'embêtez pas, je ne vous embête pas. Et en contrepartie, je vous laisse faire du commerce, venez à Tamanrasset faire vos affaires, venez acheter vos pneus, venez acheter vos produits pharmaceutiques, mais on ne va pas instaurer des militaires, une garnison, etc. Donc, quand le Sahel est, entre guillemets, disons, une zone extrêmement dangereuse pour l'Algérie, pour l'armée algérienne, aller au Sahel, ça veut dire un petit peu, dans la division du travail des services de la sécurité en Algérie, c'est empiéter sur les compétences du DRS. C'est empiéter sur la gestion du DRS du Sahel.
L'armée, jusqu'à présent, elle ne le fait pas. Ce qu'elle faisait, c'est plutôt sécuriser la frontière marocaine, les villes, faire attention aux grands axes algériens, les aéroports, les ports, etc. Mais on n'était pas dans une possibilité d'intervention. Donc, on peut, et moi je soutiens cette hypothèse-là, que finalement, l'armée n'intervient pas parce qu'elle n'a pas de compétences pour le faire dans cette région-là. Elle n'en a pas. Problème. La France veut intervenir parce qu'elle se sent menacée. Menacée comment? Menacée parce que, premièrement, Bamako, c'est une capitale très importante pour la France. On dit qu'il y a à peu près 6 000 résidents. Mais surtout, la France estime que le Mali, c'est un pays qui doit, disons, être préservé dans sa, disons, structure nationale. Et puis surtout, la France craint que si, disons, le Mali implose, ça va déstabiliser le Niger. Et pour la France, le Niger, c'est fondamental, c'est stratégique. Si le Mali, c'est discutable, le Niger, c'est pas discutable. C'est le 3e fournisseur d'uranium de la France, il y a les mines d'Arlit, Areva, notre électricité, c'est voilà, Arlit, quoi, directement. Donc c'est le Niger. Donc là-dessus, ça ne se discute pas. Même si la France cherche à diversifier ses fournisseurs avec la Mongolie, le Canada, etc., le Niger reste encore très important. Donc, du point de vue français, c'est extrêmement difficile de regarder le nord du Mali devenir un État dans l'État et d'attendre que les groupes, par exemple, demain, peut-être, je ne sais pas, attaquent Bamako comme on va, disons, le dire en France. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur la capacité de ces groupes-là de vraiment menacer Bamako, la capitale, et de vouloir prendre le Mali. Ça va être la justification que la France a fournie, mais on peut légitimement s'interroger sur la pertinence et la réalité de cette menace. Je ne suis pas sûr que 5000 personnes, même armées, peuvent envahir une ville de 1 million d'habitants comme Bamako et menacer, comme la France l'a dit à ce moment-là, le Mali. Mais la France pousse pour que l'Algérie soit un partenaire avec elle au Sahel. Alors comment elle pousse? Je vous donne un exemple très symbolique. François Hollande est élu président. Sa première visite officielle en Afrique du Nord, c'est en Algérie. C'est très rare pour un président en France en général, c'est au Maroc. C'est le Maroc, le partenaire privilégié de la France. Ce n'est pas l'Algérie, le Maroc est le partenaire de la France acquis. Il va en Algérie. Et comme le monarque marocain sait qu'il va aller en Algérie, pour éviter, disons que ce type de propos nuisent aux relations franco-marocaines, c'est le monarque qui fait une escale à Paris et qui vient voir François Hollande, avant que Hollande aille en Algérie, pour dire, bah, quand même, c'est moi qui aurais vu le premier, le nouveau président. Même si le voyage officiel était à Alger, avant le voyage officiel, c'est le roi Mohamed VI qui, quand même, va voir Hollande pour... c'est très symbolique, mais c'est une manière, quand même, de dire, bon, vous n'êtes pas venu, nous on vient, mais officiellement, la France va à Alger. Elle va à Alger en espérant que l'Algérie va lever son embargo sur la coopération militaire avec la France. Qu'est-ce que c'est que cet embargo? C'est un embargo un peu, dire, moral, virtuel, hein, il n'est pas officiel, mais on voit bien que quand on regarde les chiffres, depuis ces 10 dernières années, l'industrie qui se développe militaire en Algérie depuis 10 ans, elle n'achète pas de produits militaires français, elle achète des produits suédois, allemands, italiens, anglais, russes, bien sûr, en quantité infinie, mais il n'y a pas de produits français. Alors quand on se dit, mais quand même, pourquoi? La réponse, elle est simple. Quand l'Algérie était en guerre contre les groupes armés, les services algériens disent, à ce moment-là, vous ne voulez pas nous soutenir, vous avez fait des problèmes, même si ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'on sait que officiellement la France n'a pas vendu d'armes à l'Algérie, mais on sait qu'elle a vendu des armes indirectement à l'Algérie via des filiales françaises, roumaines et d'Afrique du Sud qui ont permis à l'Algérie d'avoir un certain nombre d'équipements militaires dans les années 90, mais officiellement, la France ne pouvait pas vendre des armes à l'Algérie, parce que ça aurait apparu comme disons un petit peu difficile dans un contexte de violation massive des droits, etc. Bon. Et là, il y a quand même une histoire lourde qui est restée, donc la visite du président Hollande, c'était quand même essayer de, disons, ouvrir cela. Mais qu'obtient Hollande, disons, quand même à Alger? Il obtient que si l'armée algérienne n'ira pas dans le Sahel, l'Algérie est prête à quand même lui ouvrir son espace aérien, premièrement, ce qui n'est pas négligeable, parce que ça permet d'aller directement
le Sahel, et surtout, l'Algérie est prête à fournir disons, en essence les troupes françaises au sol. Ça, c'est... alors, bien sûr, l'objectif est susceptible, on n'a pas trop envie d'entendre parler de ça, donc ça ne se dit pas, et puis il y a une fuite ou deux, et puis c'est sorti, et puis voilà. Alors, en contrepartie, qu'est-ce que l'Algérie va gagner là-dedans? Ben, il faut savoir que c'est une drôle de guerre, hein, celle du Mali. Alors, l'opération Serval, elle arrive, on a fêté sa première année, en janvier 2014. Les troupes françaises débarquent au nord du Mali, la campagne est faite, elle se passe plutôt très bien. Très rapidement, les groupes islamistes sont très vite, chassés, on va dire, de leur refuge. Certains sont tués, beaucoup, les chiffres varient, hein, donc d'autres fuient, d'autres se cachent dans le civil, mais on n'a pas de prisonniers. Et surtout, on n'en voit pas de blessés. Alors pourquoi? C'est un drôle d'une guerre. En fait, c'est parce qu'on estime que l'Algérie a quand même négocié correctement. C'est que si ces avions apportent, disons, l'essence au sol, ces avions repartent avec les blessés de l'AQMI. Donc c'est l'Algérie qui a les blessés de l'AQMI, à Tamanrasset et ailleurs. Donc elle a quand même aussi, elle garde son expertise. Elle les soigne, mais elle va aussi apprendre pas mal de choses sur ce qui se passe dans la région. Mais c'est tout de même un certain, disons, c'est un peu un échec, et ça va être perçu comme ça, ça va être perçu comme un échec pour l'armée algérienne, parce que finalement, c'est la France qui intervient. Et là, c'est la France qui intervient à la frontière algérienne, avec le soutien direct de l'Algérie, sans que l'Algérie ne puisse en tirer un bénéfice, disons, un petit peu visible à ce niveau-là. Donc, l'opération Serval pour la France, c'est pour l'Algérie, le début d'un vrai problème de géopolitique qui se pose. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque la France intervient au nord du Mali, elle le fait avec, c'est pas le lieu d'en discuter, elle le fait avec ses intérêts, sa perception, c'était le sujet. Mais c'est clair, il faut chasser les groupes du nord du Mali et restaurer dans le Mali son intégrité. Le problème, c'est que les groupes qui sont dans le nord du Mali, ben, où est-ce qu'ils partent? Ils partent dans le sud de la Libye. Parce qu'entre-temps, la Libye a explosé. Il n'y a plus des milices, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'armée. Donc que font les groupes qui étaient au nord du Mali? Eh bien, ils vont dans le sud de la Libye. Ils partent pas loin, hein. Ils partent quelques centaines de kilomètres et ils sont dans le sud de la Libye. Bien sûr que l'armée française ne va pas aller dans le sud de la Libye les combattre. Même si beaucoup considèrent que intervenir dans le sud de la Libye sera tôt ou tard peut-être une nécessité. Parce qu'on n'a fait que déplacer la présence des groupes. Ils étaient au nord du Mali, ils sont maintenant au sud de la Libye. C'est tout ce qu'on a fait. Alors, ceux qui sont restés pour combattre sont morts. Mais ceux qui ont considéré qu'il ne fallait pas rester pour combattre parce qu'il y avait un rapport disproportionné sur le plan militaire, ils sont partis où? Dans le sud de la Libye. Et c'est là où pour l'Algérie ça devient un petit peu problématique. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant que le nord du Mali est, entre guillemets, sécurisé par l'opération Serval, eh bien la France, avec l'Union européenne, demande aux autorités algériennes de militariser sa frontière au sud. Elle demande de militariser sa frontière. Voilà. Maintenant, il faudrait quand même mettre des soldats, des garnisons, des bases militaires, etc. Pour l'Algérie, c'est un vrai problème. Parce que le Sahel, ça relevait de la politique des services algériens. Il n'y a pas de militaire. Si on va mettre des soldats, on va casser toute proportion gardée. C'est exactement ce qu'en France on appelait la France-Afrique, c'est-à-dire le domaine réservé des services secrets français sur l'Afrique, qui n'était pas un domaine particulier, ambigu, il y avait des intérêts politiques. Vous avez un personnage célèbre en France qui s'appelle Foka, où c'était un mélange de services secrets, de partis politiques, d'entreprises. Il y a eu des procès célèbres là-dessus. L'Algérie, le Sahel, c'est un peu son domaine à elle. Les services algériens sont passés maîtres dans toute une série de choses. Vous avez des rumeurs où on vous dit que les services algériens ont à peu près 100 000 personnes dans le Sahel
qui financent, qui sont un peu leurs interlocuteurs, leurs oreilles, leurs indicateurs. Ils ont des ressources humaines. Ils n'ont pas de satellite là-dessus, mais ils ont des ressources humaines. Ils savent bien ce qui se passe. Donc, alors, si l'armée algérienne va là-bas, elle pose un problème. Elle pose un problème parce que cela voudrait dire que les autorités algériennes considèrent que ce domaine-là, qui était, entre guillemets, réservé au service algérien, ne l'est plus. Et c'est l'armée qui, entre guillemets, prendrait le dessus. Comprenez, avec le débat qu'on a eu ces dernières années, par presse interposée, entre militaires et services, là, il y a un problème de fond qui est posé. Parce que derrière le Sahel, c'est tout un enjeu de financement. Mais c'est aussi tout un enjeu de promotion interne. C'est-à-dire que vous avez des individus qui font des carrières remarquables algériens dans le Sahel aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à nouer des liens avec des personnes, à avoir des informations stratégiques, à combattre des groupes, etc. Donc, dans leur domaine à eux, c'est un domaine extrêmement important. Comment enlever tout ça pour les ramener vers quoi? Les services algériens, leur ennemi aujourd'hui, il n'y en a plus. Les islamistes ont été vaincus, armés dans les années 90. Alors, on sait que lorsque le DRS a vraiment été reconfiguré en 91, c'était pour combattre les groupes armés. C'est fini. Et ils ont pris, si vous voulez, les services algériens de façon remarquable ont commencé leurs 5 premières années d'expérience entre 91 et 96 dans la guerre contre les groupes islamistes armés. Et puis ensuite, ils ont continué entre 96 et 2001 dans la délocalisation de ces groupes. Et de 2001 à 2013, dans la gestion de ces groupes. Donc, ce qu'est venu faire de façon un petit peu disons, c'est une question qu'on se pose maintenant aussi en France. Est-ce qu'on n'est pas venu casser quelque chose en Algérie en faisant ça, en faisant l'opération Serval? Est-ce qu'en interne en Algérie, on n'est pas venu casser un système? Alors, il y a deux lectures. La première lecture, c'est non. En fait, on considère qu'il est temps pour l'Algérie que l'armée reprenne le dessus sur les services et impose sur tout le territoire sa souveraineté. Ça, c'est le premier point. On va soutenir l'armée algérienne, on va faire en sorte que dans le cadre européen et français, on lui dise allez-y, vous allez être responsable du Sahel, vous avez un projet européen qui circule, qui veut faire de l'Algérie le pays, disons, sur le plan sécuritaire, stratégique dans la politique de sécurité au Sahel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut légitimer l'armée algérienne dans son déploiement au sud. On veut dire, allez-y. Alors, on a un exemple qui a été fait. C'est lorsqu'on a dit à l'armée pakistanaise, lorsque les États-Unis sont intervenus en Afghanistan, l'armée pakistanaise ne voulait pas intervenir dans une région qu'on appelle le Waziristan, en Afghanistan, parce que on suspectait que Ben Laden était caché ici, parce que l'armée pakistanaise avait un accord avec des tribus locales, qui datait début du siècle, qui consistait à dire l'armée pakistanaise ne rentre pas dans cette région. C'est les tribus qui gèrent la sécurité. Et quand les États-Unis ont fait pression sur l'armée pakistanaise pour rentrer dans cette région, eh bien, certains spécialistes de ces sujets, des collègues comme Amélie Blom, par exemple, qui ont passé des années au Pakistan et qui travaillent là-dessus, nous disent la conséquence de cela, c'est qu'ensuite, il va y avoir pendant plus de 10 ans des violences terroristes au Pakistan, en réaction à l'intervention, disons, pakistanaise au Pakistan. Alors, un des risques qui est posé, c'est que si l'armée algérienne vraiment intervient, sécurise, combat ces groupes-là, le risque, c'est que, en représailles, les attentats reviennent dans le Nord, sur le modèle de ce qu'on a déjà vu au Pakistan. Donc ça, c'est un vrai problème qui se pose. Deuxième problème qui se pose, et qui n'est pas des moindres, c'est que, en combattant les islamistes installés dans le Sahel, eh bien, la France a provoqué militairement ces groupes. Bien évidemment, on pourrait la menacer, c'est pas ça la discussion pour moi, mais aussi ça a mis pour la première fois en danger les champs pétrolifères et gaziers algériens. C'est la première fois. Donc, dans les années 90, il y avait eu des menaces, des tentatives, des attaques. Mais dès l'instant où ces champs pétrolifères étaient sécurisés par l'armée, les services, etc., ça fonctionne. Or là, qu'est-ce qui va se passer avec l'attaque d'In Amenas? Eh bien, pour la première fois, voilà que les autorités algériennes découvrent qu'il y a une guerre à quelques centaines de kilomètres de leur puits pétrolier et gazier,
que leur armée n'est pas capable, dans cette région, d'intervenir, parce qu'elle ne le peut pas ou elle ne veut pas, et que leurs services de sécurité sont furieux, frustrés, peut-être même, disons, fâchés, que le président algérien ait donné l'autorisation à l'armée française de venir chasser les groupes armés du Nord, alors que ça relevait de la compétence des services de sécurité. C'est-à-dire que peut-être que là, on a quelque chose de, disons, d'assez, disons, énigmatique, troublant, et je le mets au conditionnel, mais tout de même, c'est quand même exceptionnel de voir qu'un chef d'état-major et un président, disons, acceptent qu'un pays tiers, la France, intervienne, alors que cela va se faire au détriment des intérêts des services de sécurité de son propre pays. Pourquoi? Parce que depuis l'opération Serval, les services algériens, ce ne sont plus les experts de la CNIL et du Sahel. On n'en a plus besoin. On a les soldats français des forces spéciales. Toutes les informations nécessaires sont là. Je vous ai dit, les portables sont récupérés, les personnes sont... Il n'y a plus. Donc les services algériens viennent de perdre ce qui pendant 10 ans avait fait leur grandeur. Ils disaient, voilà, nous, vous savez, il y a Draghi, il vient à Alger, on discute avec lui, on connaît un tel, on a discuté avec lui. Tout ça c'est fini. Les services algériens ont perdu disons, l'expertise qu'ils avaient là-dessus. Deuxièmement, ils apparaissent, disons, en contradictoire avec les intérêts stratégiques de leur propre pays. C'est-à-dire que finalement, le fait qu'il n'y ait pas d'armée algérienne dans le Sahel, ça menace les infrastructures pétrolières de l'Algérie. Comme on l'a vu avec l'attaque de In Amenas, où les groupes, c'est quand même plus de 11 Tunisiens qui étaient en Libye et qui sont arrivés en Algérie. Ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Nigériens qui ont attaqué. On est vraiment dans quelque chose d'assez régional. Donc là, l'armée algérienne a quand même, disons, un choix très clair à faire aujourd'hui. C'est où elle prend le dessus sur ses services, c'est vraiment, elle militarise la frontière. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut militariser la frontière du Sahel? Ça, c'est techniquement, je peux avoir beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes là-dessus. Mais ça pose aujourd'hui un vrai problème, et vous savez sans doute que des compagnies comme BP, Statoil, etc., compagnies britanniques, compagnies norvégiennes, se posent beaucoup de questions pour savoir s'il faut rester encore en Algérie. Des compagnies japonaises dans le design industriel, pétrolier, etc., ont quitté l'Algérie, tout simplement parce que la manière dont a été, entre guillemets, libéré le complexe pétrochimique de In Amenas a soulevé des interrogations. Disons, mais c'est grave, on ne nous avait jamais dit que si on allait travailler là-bas, si on était pris en otage, on tuerait tout le monde. En général, on peut négocier, on a tué tout le monde. Il y a sans trop d'explications non plus. C'est surtout cela qui va soulever les interrogations. Donc, que l'armée algérienne explique que le complexe doit être libéré parce qu'il peut menacer des centaines de personnes, parce qu'il y a quelques milliers de personnes qui y travaillent, on peut le comprendre ça. Mais ensuite, la capacité à gérer, entre guillemets, la dimension politique, on va dire, pour gérer la libération de ces otages, elle va soulever un certain nombre de problèmes. Donc, autre problème stratégique, pour l'Algérie dans sa géopolitique, la sécurité aujourd'hui de son complexe pétrolier et gazier. Jamais on n'aurait imaginé que cela se poserait en Algérie aujourd'hui. L'Algérie a survécu dans les années 90 à quasiment aucune attaque majeure sur ces sites, à un moment donné où il y avait non pas 4 ou 5 000 personnes armées, mais peut-être 20 ou 30 000. Or, là, c'est une menace. Enfin, j'arriverai à la dernière grande menace pour l'Algérie aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, c'est l'arrivée du Maroc dans la région du Sahel. Alors ça, pour les autorités algériennes, c'est le cauchemar. L'Algérie, pendant 15 ans, avait, entre guillemets, une hégémonie sécuritaire et politique sur le Sahel. C'était son précaré. L'idée même que la France ou d'autres, c'était son précaré.
Le fait que l'armée algérienne ne soit pas intervenue au Sahel, et que ce soit la France qui l'ait fait, eh bien, ça a ouvert une opportunité pour un pays partenaire de la France comme le Maroc de la saisir. Et le Maroc va la saisir, et va très bien la saisir. Il va non seulement bien la saisir, qu'il va considérer que, eh bien, il faut aider le Mali à se reconstruire. Il faut mener des conférences pour régler le problème du nord du Mali. Il faut mettre en avant la question de l'Azawad. Il faut essayer d'aider les élites maliennes à se réconcilier. Il faut former les imams du Mali. Et l'Europe va suivre l'initiative marocaine lorsque, à Rabat, eh bien, le Maroc va organiser une grande conférence régionale sur le Mali. Le Maroc va obtenir le droit de former les agents douaniers du Mali, en réalité les responsables de la sécurité des frontières. Ça veut dire que le Maroc va faire une entrée directe à la frontière algérienne via le Mali, ce qui pour l'Algérie va apparaître comme une sorte un petit peu d'incompréhension. Les Algériens vont donc se dire, à juste titre, nous vous avons permis à vous Français de faire passer vos avions de combat, on vous a fourni l'essence, et un an après, vous nous dites que c'est le Maroc qui va, entre guillemets, être le pays allié du Mali. Que va faire le roi du Maroc? Il va partir 4 jours, il va rester à Bamako, il va vraiment expliquer que, grosso modo, le Maroc sait très bien gérer les questions régionales, parce qu'il a un exemple, c'est la question du Sahara occidental. Il a géré la question du Sahara de façon, bien sûr, du point de vue marocain, remarquable. Et il va donc, je dirais, conseiller le Mali sur comment gérer la question du nord du Mali. De plus, le Maroc, maintenant, a mis sur l'agenda international la question Touareg. Chaque fois que l'Algérie parlera de la question du Sahara, le Maroc parlera de la question des Touaregs, en disant « Ah ben oui, mais les Touaregs, ils veulent aussi une indépendance, ils veulent leur État. Vous voulez que les Sahraouis aient l'indépendance, mais vous savez, les Touaregs veulent leur indépendance. » Problème, les Touaregs, s'ils ont leur indépendance, c'est 20% du territoire de l'Algérie qui disparaît. Donc, aujourd'hui, l'Algérie se retrouve face à un pays, comme le Maroc, qui vient de mettre sur l'échiquier international cette question Touareg, qui jusqu'à présent relevait beaucoup plus des affaires libyennes, maliennes, un petit peu françaises, mais quasiment pas marocaines. Quasiment pas marocaines. Le Maroc a réussi, disons, à mettre cela. Alors ça amène l'Algérie à quoi? Ça amène l'Algérie à penser officiellement, eh bien, qu'il y a un immense complot qui est fait contre elle. Vous allez voir, au niveau intérieur, eh bien, la rhétorique du complot, eh bien, c'est très simple. Les autorités algériennes vont considérer que, grosso modo, on est en train d'essayer de faire réussir ce qu'on a échoué en 1957, l'organisation commune des régions sahariennes. Vous savez, lorsque la France voulait détacher les régions sahariennes en pleine guerre d'Algérie, en disant l'indépendance, oui, mais pas le Sahara, etc. Ce qui d'ailleurs va faire en sorte que, disons, dans l'historiographie algérienne, nationale, on aura beaucoup de mal à trouver, la perception des Touaregs sera très négative en Algérie, dans l'histoire du nationalisme algérien, et il y a très peu de textes là-dessus, il y a très peu de recherches, et lorsqu'on va, disons, chercher à ériger un monument aux morts, pour trouver un Touareg mort pour la cause nationale, le monument aux morts que l'on va faire à Tamanrasset, c'est un Touareg qui est mort en 1930. Il n'y a rien à voir avec la guerre en Algérie, mais c'est pour au moins avoir un monument aux morts pour vous dire que la communauté Touareg est quand même avec nous dans le nationalisme contre la France, etc. Dans l'historiographie officielle, les Touaregs vont apparaître comme la 5e colonne, etc., ceux qui étaient prêts à négocier avec la France pour détacher le Sahara de l'Algérie indépendante. Eh bien, tous ces sujets-là reviennent sur la table et refont peur. Alors, au niveau intérieur, vous voyez bien que, du point de vue politique, c'est ça qui peut-être nous, disons, le cœur de ce qui nous intéresse dans l'échange, c'est que propose comme discours officiel l'Algérie aujourd'hui? Eh bien, le seul discours que l'on a d'audible et de crédible, c'est celui de la sécurité nationale. Le discours qui revient en permanence, c'est de dire qui nous menace, quel pays étranger nous menace, quel ennemi souhaite nous,
nous attaquer. Je vous donne un extrait d'un éditorial au lendemain d'In-Amenas. Le journaliste pose la question: y a-t-il une menace extérieure sur le pays? C'est-à-dire que cette rhétorique de la menace sur le pays portée par l'extérieur, eh bien, devient de plus en plus prégnante. Et donc, on comprend bien qu'un des seuls objectifs aujourd'hui que, je dirais, la classe politique algérienne essaie d'offrir à ses citoyens, c'est non pas ce qui relèverait du développement politique, du développement économique, mais c'est la sécurité nationale. Comme si la perception régionale que l'on avait, eh bien, venait justifier le fait qu'aujourd'hui l'Algérie ne peut pas se permettre des conflits internes, des dissensions politiques internes, entre guillemets, des oppositions politiques internes, parce qu'elle est menacée dans ses frontières, et surtout elle est menacée dans son intégrité territoriale. C'est pas seulement dans ses frontières, mais c'est dans son intégrité territoriale. Donc tout ce discours-là, eh bien, devient un discours où on produit, en fait, ce que hier une collègue appelait très justement une culture de la peur, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que plus on produit, disons, la peur de l'implosion, la peur de la désintégration du territoire, la peur de l'agression extérieure, plus on recherche, en quelque sorte, je dirais, l'abnégation, le renoncement de ces citoyens à questionner les gouvernants sur les affaires de l'État. Comme si, finalement, les affaires de l'État ne devaient pas être étalées sur la table, parce que ce qui est en jeu, aujourd'hui, ce ne sont pas comment on gère les affaires de l'État, mais comment on doit sauver l'Algérie dans ce contexte régional considéré comme menaçant et surtout, disons, agressif. Donc je crois que là, moi, me semble-t-il, en Algérie, on essaie d'une certaine manière de nourrir cette inquiétude régionale. Vous voyez bien que les événements, par exemple, de Rabdaya, sont une illustration en miniature de ce que les autorités algériennes essaient de faire passer comme message. Si nous ne sommes pas vigilants, Rabdaya, demain, c'est toute l'Algérie. Regardez notre situation intérieure. Nous allons nous affronter pour, disons, des histoires de communauté, mais c'est sous-jacent. Derrière Rabdaya, la peur qui est véhiculée, c'est celle, à nouveau, de rebasculer dans un affrontement des années 90. Alors,